Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une histoire particulièrement complexe, celle de l'Afrique du Nord juste avant la colonisation, et surtout l'impact, souvent brutal, de la conquête française. C'est un récit vraiment essentiel si on veut comprendre beaucoup d'enjeux qui nous parlent encore aujourd'hui. Alors pour commencer, on va s'attaquer à une idée reçue, un mythe historique qui a la vie dure. Celui qui voudrait que cette région, avant l'arrivée des Européens, c'était une sorte de vide, chaotique, sans foi ni loi. Mais est-ce que c'était vraiment ça ? Ou est-ce que cette image, finalement, elle servait à un but bien précis ? Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on regardera comment était cette société précoloniale. Ensuite, la rupture terrible de la conquête. Puis, le décalage entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Et enfin, on verra comment tout ça résonne encore aujourd'hui. Allez, on plonge dans ce monde d'avant 1830. Et on est très loin du mythe de la Terre Vierge. Le Maghreb de l'époque, c'est en fait une mosaïque très complexe, avec des villes, des tribus, des systèmes politiques qui fonctionnent tous avec leur propre logique. Pour être un peu plus précis, la région était organisée politiquement sous ce qu'on appelait la Régence d'Alger. Ce n'était donc pas du tout un territoire sans État, bien au contraire. Il y avait des institutions, des provinces, une hiérarchie sociale et des réseaux de commerce bien établis. Et voici un exemple très concret de cette complexité politique. La différence entre les tribus Mahdzen et Rayas. En gros, les Mahdzen étaient les alliés du pouvoir. Elles collectaient l'impôt et en échange, elles avaient des privilèges. Les Rayas, elles, payaient l'impôt. Ce système nous montre que le pouvoir ne reposait pas juste sur la force brute, mais sur un équilibre, une sorte de contrat politique qui était sans cesse renégocié. Et au-delà de la politique pure, la vie sociale elle-même était très structurée. Elle reposait sur des piliers vraiment solides. L'honneur, qui était une sorte de capital social, des mécanismes de médiation très précis pour résoudre les conflits, et un droit qui mélangeait la loi islamique et les coutumes locales. Et tout ça, c'était lié par des contrats politiques et des allégeances qui assuraient la cohésion de l'ensemble. On arrive maintenant au point de bascule, l'année 1830. Ce qui devait être une simple expédition limitée va en fait dégénérer en une guerre de conquête qui va durer des décennies et qui va absolument tout changer. Cette chronologie le montre bien. La justification de départ, un simple incident diplomatique, a très vite été oubliée. À la place, on a assisté à une escalade, une campagne de conquête systématique et d'une violence absolument inouïe, dont le but était clair, briser toute forme de résistance. Les tactiques employées sont effroyables, le mot est faible. On ne visait plus seulement des combattants. Non, on cherchait à détruire les fondements mêmes de la société. On brûlait les récoltes, on provoquait la famine. Le but était de rendre la vie impossible. C'est difficile de lire ces mots sans imaginer la souffrance humaine terrible qu'il y a derrière. Et parmi ces tactiques, il y a ce mot, un mot qui fait froid dans le dos, rien qu'à le prononcer, les enfumades. Il faut s'imaginer ça, des communautés entières, des hommes, des femmes, des enfants qui se réfugient dans des grottes pour survivre. Et là, ils y sont délibérément asphyxiés par la fumée. On ne parle plus de guerre ici, c'est l'anéantissement de populations civiles. Un acte d'une cruauté qui, même à l'époque, a choqué jusqu'en France. Alors, la question se pose, comment est-ce qu'on a pu justifier une telle violence, une violence aussi extrême ? Et quel décalage y avait-il entre ce discours et ce qui se passait vraiment sur le terrain ? Eh bien, cette diapositive, elle illustre parfaitement le gouffre, le fossé abyssal entre le grand récit de la mission civilisatrice et la réalité sanglante de la conquête. D'un côté, on a les beaux discours, de l'autre, on a les faits bruts, les massacres, la dépossession des terres. Face à l'ampleur des destructions, face au caractère systématique des massacres, les historiens débattent. Comment nommer ce qui s'est passé ? Crimes de guerre ? Oui. Crimes coloniaux ? Bien sûr. Certains vont même jusqu'à parler de conquête génocidaire. Le débat n'est pas qu'une question de mots. Il interroge l'intention même derrière cette violence. Parce que tout ce passé, il n'est pas mort, il n'est pas enterré. Voyons maintenant comment cette histoire de violence continue de nourrir les débats d'aujourd'hui. Sur la mémoire, sur l'injustice, et même sur certaines formes de radicalisation. La mémoire de cette violence coloniale, elle joue un rôle très complexe aujourd'hui, et même contradictoire. D'un côté, c'est une source tout à fait légitime de douleur et d'un sentiment d'injustice. Mais de l'autre, elle peut aussi être récupérée, instrumentalisée pour d'autres agendas. Des chercheurs comme Olivier Roy rapportent ici une nuance qui est très importante. Selon lui, il ne s'agirait pas toujours d'une islamisation de la radicalité, mais parfois l'inverse, la radicalisation d'un islam. C'est-à-dire que pour certains, le sentiment de révolte, la fascination pour la violence, vient en premier. La religion est ensuite utilisée comme un habillage, un récit pour justifier ce sentiment. Et donc le point crucial, c'est celui-ci. La manière dont une société se confronte à cette histoire a des conséquences radicalement différentes. Regarder le passé en face, le reconnaître, ça peut aider à apaiser.
alors que l'ignorer ou le minimiser, ça ne fait qu'alimenter le ressentiment et ça donne des munitions à ceux qui veulent instrumentaliser l'histoire. On va se quitter sur cette pensée, qui résume finalement tout l'enjeu. Pour comprendre nos violences d'aujourd'hui, il faut accepter de regarder celles d'hier. L'idée, ce n'est pas de faire un concours de souffrance, mais de comprendre les mécanismes pour, peut-être un jour, apprendre enfin à briser ce cycle.